Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Burkina. Le gouvernement annonce plutôt avoir déjoué un grand complot depuis Abidjan. Le gouvernement ivoirien, burkinabé plutôt, a annoncé avoir déjoué un grand complot fomenté par des officiers, mais qui aurait une base arrière, Abidjan en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite ce lundi à la télévision nationale. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Sanabeyel Sadio et tout. On parlait hier dans cette émission de ces arrestations d'officiers. Et justement, on avait la version officielle maintenant, un complot contre la sûreté de l'État fomenté à date du 16 avril. Et les enquêtes ont permis de remonter à ces officiers. Ils auraient une base arrière, la Côte d'Ivoire, excusez-moi. Non, en réalité, moi je pense, comme je le disais hier, qu'il y a manière à s'interroger sur cette manière répétitive et récurrente d'annoncer des coups d'État déjoués. Et d'aucuns pourraient penser, ou bien pensent, que c'est une manière subtile de vouloir cacher l'absence de résultats sur le terrain pour éloigner le public ou bien égarer l'opinion dans d'autres considérations qui éloignent des problèmes immédiats, n'est-ce pas, des Burkinabés. Vous savez, quand le capitaine Ibé Traoré a pris le pouvoir, il a promis en réalité d'en finir avec le terrorisme dans 6 mois. Il a martelé plusieurs fois qu'il ne lui fallait pas plus de 6 mois pour mettre fin au terrorisme. On peut compter combien de fois il y a 6 mois. Est-ce que les réalités, quelque part, n'ont pas changé? Est-ce que peut-être que c'est la même réalité qui ont fait que son prédécesseur à qui il reprochait l'inefficacité, peut-être que ce sont les mêmes réalités qui l'ont rattrapé. Et donc je disais, on peut compter combien de fois il y a 6 mois depuis le temps qu'il est au pouvoir. On peut se poser beaucoup de questions. Je le disais hier, comme vous l'avez si bien remarqué, que étant capitaine, est-ce que peut-être ce n'est pas la souffrance d'un complexe d'infériorité par rapport aux autres hauts gradés au sein de l'armée, la peur permanente de se voir faire déchoir du pouvoir par un officier supérieur, etc. etc. Est-ce que c'est une affaire parce que lui, il était capitaine, mais il a déchu un lieutenant-colonel. Est-ce que c'est finalement une affaire de grade pour faire partir quelqu'un? De toute façon, vous savez, quand vous êtes arrivé au pouvoir par les armes et que vous savez que d'autres aussi ont les mêmes armes, mais évidemment, vous avez des inquiétudes. Mais ceci étant, on peut considérer qu'il y a vraiment des raisons, il y a des preuves. Et justement, c'est de ces preuves que l'opinion a besoin aujourd'hui. C'est aujourd'hui parce que c'est devenu tellement récurrent. De dire, voilà, hier on nous disait, c'est lui toujours, dans une adresse à la nation devant des milliers de Burkinabés dans une grande salle, il a annoncé qu'il y avait des projets de déstabilisation de son pays depuis le Bénin. Dans les prochains jours, on va montrer les preuves. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas les preuves. Il avait évoqué la Côte d'Ivoire aussi, et voilà un autre cas pour la Côte d'Ivoire. Je dis, on attend toujours les preuves. Un autre président, là ce n'est plus le cas du Burkina, un président de la République, le général Tchad, qui donne des coordonnées précises que quelque part au Bénin, on prépare un coup là-bas. Si vous suivez bien ces coordonnées-là, ce n'est pas du tout sur le territoire béninois. Et donc, on se pose beaucoup de questions. C'est-à-dire, pourquoi à chaque fois, c'est le Bénin? Si ce n'est pas le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, je pense sincèrement que le problème qui nous préoccupe tous dans la sous-région, c'est l'affaire du terrorisme. C'est-à-dire, concentrons-nous sur le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, la situation qu'il y a, c'est quoi? Aujourd'hui, à cause de ces accusations, il n'y a plus de partage d'informations entre le Burkina et le Bénin. D'abord, qu'est-ce qui en pâtit? Ce sont les populations qui subissent les affres de ces groupes armés terroristes. Même situation avec le Niger. Moi, je pense sincèrement qu'on doit faire taire ces éléments qui montrent les États contre les autres et qui en fait font le jeu du terrorisme, parce que qui bénéficie de la mésentente aujourd'hui entre le Burkina et le Bénin, qui bénéficie de la mésentente entre les autres pays de l'AES et la Côte d'Ivoire? Moi je pense que sincèrement la plupart de ces États de l'AES, ils se sont regroupés
contre le terrorisme, contre les groupes armés terroristes. Et moi, je pense que on les attend plus sur ce point. C'est la priorité. Ils ont promis reconquérir leur territoire. Et je pense que toutes ces accusations dont on n'arrive jamais à établir les preuves vraiment, et je pense qu'il faut aller au-delà de ça. On a plus besoin d'éléments, de preuves réelles pour en apprécier. Et la fois dernière, je vais parler du cas du Mali. Une minute. Si vous permettez, on est en train de parler du Burkina et de la Côte d'Ivoire, si vous permettez. Je voudrais vous relancer sur un aspect. Quand vous dites pourquoi toujours c'est le Burkina, pourquoi toujours c'est le Bénin, est-ce qu'il n'y a pas réellement raison de se poser peut-être l'inverse de cette question? Pourquoi c'est eux, on ne parle pas des autres? Est-ce qu'il n'y a pas aussi à s'interroger sur cet aspect? On aurait pu prendre un autre pays. Pourquoi c'est toujours... oui, ça aurait pu. Pourquoi, quand on parle de ces groupes, par exemple, pour ces cas de complot déjoué et des arrestations dont on parlait hier, on dit qu'ils se sont repliés pour la plupart en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas à s'interroger aussi sur le rôle que jouent ces pays dans la lutte contre le terrorisme et les voisins, le jeu que pourraient faire aussi les voisins? Justement, on aurait pu s'interroger si les autres accusations précédentes avaient été soutenues par des preuves qu'on nous a promis et qu'on n'a jamais eu jusqu'alors. Et justement, on les attend toujours. Merci beaucoup. À vous, Sana VUL, je reviendrai à vous tout à l'heure, mais bien avant, Horus. Donc, oui, un complot qui devrait renverser le capitaine Traoré en date du 16 avril a été déjoué. Le complot aurait été initié par les ennemis du Burkina à travers certains chefs religieux qui auraient convaincu certains officiers de passer à l'acte selon leurs termes. Le complot a été déjoué, annonce officielle du gouvernement burkinabé ce lundi. Ben, je pense que c'est une annonce à décortiquer et je pense que c'est difficile en l'état actuel des informations de remettre en cause ce que l'État burkinabé dit. Ce qui me plaît avec Ibrahim Traoré, c'est le fait qu'il soit clair dans ses propos. En tout cas, personnellement, je le trouve précis et concis. Il dit quelque chose d'important la fois dernière. Il dit « Nous sommes en révolution ». Cette phrase, elle me plaît parce que elle ne peut être sortie que par quelqu'un qui bouquine. Et je pense que ce qu'on n'a pas expliqué aux gens, c'est que il n'existe pas de révolution qui ne soit pas attaquée. Ça n'existe pas. Vous prenez la Révolution française, ce que les gens oublient, c'est que généralement dans nos cours on dit 1789, on oublie de dire que 10 ans après, c'est Napoléon qui prend le pouvoir par la force, parce que justement, cette révolution, elle a attaqué de toutes parts. Vous prenez la Révolution russe, attaquée de toutes parts. On est prêt même à signer avec le Reich pour ne pas avoir le communisme. Vous prenez au niveau de l'Afrique, revenons en Afrique, vous prenez Lumumba, quand il prend le pouvoir, on ne lui laisse pas un an. Vous prenez la Guinée-Conakry avec Sékou Touré. Sékou Touré, il se fait attaquer à chaque fois. Et à l'époque, c'était le même. Alors, si vous voulez, on est un peu. Ce qui m'amuse un peu dans l'Afrique actuelle, c'est qu'on a l'impression qu'on se retrouve un peu dans les années 60-70. Mais je trouve que le film se ressemble un peu. Vous prenez Sékou Touré, c'était la même chose. Plusieurs fois, il se plaignait d'avoir été attaqué. S'il n'y avait pas les preuves de l'opération Persil, on aurait dit que Sékou a fabulé. Vous prenez le Bénin à côté, l'opération Crevette, où on envoie Bob Denard pour renverser Kéroukou. Mais ça s'est passé. Vous prenez les Comores, c'était la même chose. Bob Denard. Donc, il n'existe pas de révolution. Lorsque vous êtes dans une démarche révolutionnaire qui présume d'une liberté qu'elle veut accorder au peuple, la réaction des voisins qui n'ont pas besoin de cet exemple, c'est de l'attaquer. Vous prenez même l'exemple historique d'Haïti. Lorsque Haïti se révolte, dernièrement, on a fait la commémoration. On a fait payer à Haïti tout ce qu'elle devait à l'État esclavagiste français. Ça s'est passé après chez Sékou Touré. On a fait payer à Sékou Touré tous les investissements que l'ancien empire colonial avait fait sur ces terres. Donc, il ne faut pas penser, il ne faut pas avoir la naïveté de penser qu'au niveau de l'AES, ce qui s'est passé est sans conséquence. C'est-à-dire que les gens se sont levés, ils ont pris le pouvoir, ils ont amorcé une révolution, ils ont rompu avec la CEDEAO, ils ont amorcé de nouveaux programmes, ils ont fait de nouvelles présomptions, ils ont essayé de rompre un certain nombre d'accords, mais il ne faut pas penser que les gens vont les regarder avec un gros sourire et leur dire « Ok, d'accord, on vous laisse libre ». Non, parce qu'il s'agit d'intérêts financiers, d'intérêts puissants, et il s'agit si vous voulez, d'espace d'influence. Maintenant, pour revenir à l'accusation qui est envers Abidjan, mais qui serait leur centre d'opération. Qui serait leur centre d'opération.
comme je disais, en l'état actuel des informations dont on dispose, on ne peut pas accuser avec véhémence. Mais il ne faut pas oublier que lorsque Sékou dit non à De Gaulle en 1958, le contre-exemple qu'on lui oppose, c'est Houphouët avec la Côte d'Ivoire. Là où la Guinée a été privée parce qu'elle a osé se rebeller, la Côte d'Ivoire a été fournie parce qu'elle acceptait une ligne directrice. Lorsque Modibo Keïta et Senghor décident de faire la fédération du Mali avec Maurice Yaméogo et le Bénin, il ne faut pas oublier que c'est le même Houphouët qui casse cela et qui propose le Conseil de l'entente. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a eu un État qui proposait une ligne radicale, qui proposait de faire une scission et de se développer, à côté, on lui trouvait un pays voisin qui va l'attaquer et l'agresser. Il ne faut pas oublier que quand Thomas Sankara prend le pouvoir, on lui met Moussa Traoré dans les pattes. Il y a un conflit entre le Burkina et le Mali. On se sert de Moussa Traoré pour attaquer le Burkina. Et Thomas Sankara, il fait 4 ans. Ce qu'on reproche actuellement à Ibrahim Traoré en disant non, il crie au complot, Thomas ne l'a pas fait. Au bout de 4 ans, il s'est fait assassiner. Parce que justement, il ne voulait pas crier au complot. Il aurait pu crier au complot. Vous pensez que c'est la bonne stratégie, dénoncer tous les complots? La bonne stratégie, c'est de dire à l'opinion ce qu'il en est. C'est-à-dire, je pense que l'opinion africaine, elle ne doit pas être infantilisée. Et je pense que cette infantilisation, c'est un automatisme qu'il faut briser. L'opinion africaine, elle est mûre, il faut la mettre au courant de ce qui se passe. Il faut lui donner l'information. Après, à elle de juger, si elle est à même de l'assumer ou si elle préfère se réfugier dans le déni. Mais dans l'ordre actuel des choses, il ne faut pas s'étonner que les États de l'AES soient attaqués. Maintenant, après, on peut discourir sur le fait que le complot soit véritable, qu'il ne soit pas véritable, qu'il soit important ou qu'il ne soit pas important, que les informations soient justes ou pas justes. Il n'y a pas de souci, mais vous pouvez vérifier. Il n'existe pas à la surface du globe une révolution concrète qui n'ait été attaquée. Ça n'existe pas. Oui. Et donc pour vous, il y a vraiment matière à réfléchir. Alors au regard de ces choses, quand le ministre Sana, le ministre de la Sécurité justement du Burkina a annoncé ces éléments, et au regard des informations que nous avons toujours eues de par le passé, est-ce que quelque part il ne faut pas marquer une pause et réfléchir quand même à ce pourquoi on en voudrait tant au pouvoir des Traoré? S'il n'y avait rien, est-ce qu'il crierait autant au complot, Sana? Et tout d'abord, moi, je ne reproche pas, loin de moi, cette prétention. Je ne lui reproche pas de crier, de répéter chaque fois qu'il est victime d'un complot. Et je ne demande pas d'infantiliser un peuple africain très mature. Quand vous dites qu'il faut s'occuper du terrorisme, tout ce que je n'ai pas dit que cela. J'ai dit deux choses. J'ai dit deux choses importantes. Lorsqu'on on porte des accusations aussi graves et gravissimes, il faut être en mesure de donner des preuves. Mais les peuples, ils ne vont pas juger une information comme ça juste parce qu'elle est donnée, juste parce que par le passé, les révolutionnaires ont été attaqués. Mais la maturité, c'est d'avoir des éléments factuels pour apprécier l'information. Oui, on sait que c'est un type sympa, Ibé. On sait que il a un sein, mais quand même, pour pouvoir digérer ça, on a besoin d'éléments complémentaires. Je pense que c'est cette exigence-là qui va faire de nous que les politiques ne vont pas plutôt nous infantiliser. On ne va pas digérer tout ce qu'ils vont nous dire s'ils ne sont pas en mesure de nous donner des débuts de preuves. Et justement, je reviens là-dessus. Mais comment voir quelqu'un qui nous avait dit, dans peu de jours, nous allons donner des preuves? Jusqu'ici, ces preuves, on ne les a pas des mois après. Peut-être les enquêtes sont en cours. Donc ça veut dire peut-être que les preuves n'étaient pas disponibles au moment où on affirmait. C'est trop facile. C'est-à-dire n'importe quel État aujourd'hui. Vous imaginez aujourd'hui si, je dis n'importe quoi, si le Burkina et le Bénin se lève, se dit voilà, et nous avons déjoué un complot contre le président Talon, dont ça provient du Burkina. Qu'est-ce que nous allons dire? Parce que c'est un président, il ne peut pas dire des choses. Non, on va lui dire, mais sur quel élément il se base? Je pense que c'est comme ça, on forge l'esprit critique. On ne va pas digérer n'importe quoi quand même. Depuis là, on annonce. Mais
les éléments factuels, on ne les trouve jamais. Moi, c'est de ça que je dis. Okay. Il peut répéter autant de fois, mais qu'il soit en mesure autant de fois de démontrer à l'opinion que vraiment, il y a des éléments, des débuts de preuves qui permettent de confirmer, de conforter les thèses complotistes qu'ils avancent. C'est tout simplement de ça qu'il s'agit. Ne vont pas permettre de confronter ces personnalités arrêtées et d'avoir des preuves lors des procès ou d'avoir des versions. Vous savez, la justice, elle est ce qu'elle est. On va laisser, je pense, et je présume que les personnes intéressées, et encore, qu'il fallait s'interroger sur le degré ou bien le niveau d'implication si c'est le cas d'ailleurs, des autorités des pays dont on cite les noms si facilement. Ça aussi, voilà, c'est encore un autre débat. Voilà, c'est-à-dire avoir un coup en préparation dans un pays ne signifie pas forcément que cela a l'aval des autorités de ce pays-là. Je reviendrai tout à l'heure, vous aurez le temps de développer. Sana Veuillel demande des preuves. Il veut être dans une démarche de A plus B, voilà, que ce soit clair, qu'on ait des preuves palpables qu'effectivement les choses là sont faites pour pouvoir arrêter de douter. Qu'est-ce que vous le dites? C'est légitime. Il faut faire la part des choses. C'est légitime. C'est-à-dire le fait qu'en tant qu'analyste et critique, il souhaite avoir des preuves palpables pour pouvoir préciser le fait, et ça c'est tout à fait à son honneur et c'est légitime. Je suis persuadé que les journalistes, les critiques burkinabés veulent avoir des preuves palpables pour pouvoir justement spécifier les faits, tout à fait. Mais maintenant, après, il s'agit d'un État en crise sous révolution. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, il y a un certain type d'information qu'on n'aura pas. Malheureusement, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un État, comment dirais-je, qui est, on va dire, dans la déontologie de ce dont on avait l'habitude. Il s'agit d'un État qui se sent attaqué. Sa présidence est tenue par les militaires. Et donc, si vous voulez, le pays est dans une sorte d'état d'urgence. Et donc, vous allez remarquer, il y a une conscription des populations. On emmène des gens au front. Il y a une rétention de l'information. Il y a un encadrement de ce qui est diffusé. On a même certains médias qui sont censurés parce que justement le pays est dans un processus délicat. Et c'est là où je dis que le mérite d'Ibrahim Traoré revient de l'avoir dit de façon claire et nette devant les médias. Donc oui, le fait que les gens veuillent des faits, des preuves, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut comprendre que dans le cas actuel du Burkina, ils n'auront pas ces informations. En tout cas, ils ne les auront pas de façon médiatisée. Donc, ce qui va se passer, c'est, si vous voulez, l'analyse des faits dont on dispose. Par conséquent, dans ce cas d'espèce, est-ce que Abidjan a réagi? De quelle façon Abidjan a réagi à ce type d'accusation? Maintenant, historiquement, parce que vous disiez que, grosso modo, ceux qui ont essayé de lancer le coup ont été appuyés par un certain nombre de personnes religieuses et ainsi de suite et tout ça. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut préparer le peuple, parce que lorsque vous amorcez une révolution, vous n'avez pas tout le monde derrière vous. Vous n'êtes pas soutenu dans la totalité. Donc il ne faut pas s'étonner que des gens disent « je ne suis pas d'accord avec ça ». Et tout le monde a eu ça. Thomas Sankara a eu des personnes qui étaient opposées à lui. Il y a des personnes qui n'aimaient absolument pas les groupes comment ça s'appelle, les groupes révolutionnaires qu'il avait mis en place. Les gens s'en plaignaient. Quand vous prenez Modibo Keïta actuellement on le soulève, on dit c'est un héros, mais on oublie que Modibo Keïta, à un moment, les commerçants étaient contre lui. Quand il a voulu structurer l'économie, on oublie qu'à une époque, il y a eu le franc malien. Lorsque vous prenez Kwame Nkrumah, on oublie, on dit Kwame Nkrumah, père du panafricanisme, mais on oublie qu'à une époque, Kwame Nkrumah, mais les chefs traditionnels, il les avait à dos. Quand vous prenez Nelson Mandela, il a été insulté. Il y a même des gens qui disent c'est un traître. Pourtant, il a passé 27 ans de prison. Et il y a très peu de gens qui pourraient se faire 27 ans de prison avec travaux forcés et ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que il n'y a rien d'étonnant en cela. Okay. Maintenant, là où on doit être critique, à mon sens pertinent, observateur, c'est voir vraiment les détails.
ce monsieur, que fait-il de la gestion de l'État, que fait-il des populations, que fait-il de la liberté d'expression, ainsi de suite, et quel est son rapport par rapport aux pays voisins et comment ces pays voisins réagissent. Merci beaucoup. Alors, je reste avec vous, Russe, pour la dernière question. Est-ce qu'il faut considérer le fait qu'on cite Abidjan comme centre d'opération, comme une complicité effective des autorités ivoiriennes? Je pense qu'au niveau d'Abidjan, M. Ouattara n'a pas caché sa réserve, voire son hostilité vis-à-vis des pays de l'AES, qui le lui rendent bien d'ailleurs. Il n'a jamais caché. Quelqu'un qui dit « je veux envoyer des troupes pour vous déloger » et qui soutient cela, ce n'est pas votre ami. C'est pas si vous voyez. Et donc, dans les influences que ce que vous faites, les influences que ce que vous faites peuvent avoir chez lui, ben, il va de soi que lui, si demain, vous n'êtes plus à ce poste-là, ben, il dira pas non. Si demain, on dit à M. Ouattara qu'il n'y a plus Ibrahim Traoré, il n'y a plus M. Tiani, il n'y a plus, j'oublie le monsieur du Balai, Assimi Goïta et ainsi de suite, ben, Ouattara, il va pas pleurer. Il va dire, tant mieux, les choses vont dans l'ordre. Donc, il va de soi que ce sont, si vous voulez, en l'état actuel, deux gouvernements qui ne se font pas confiance et qui n'arrivent pas à trouver, comment dirais-je, un terrain d'entente. Je rappelle que un pays de l'AEF, entre-temps, il faut se souvenir, on a l'histoire des 40 militaires qui sont partis au Mali, ivoiriens qui ont été capturés au Mali et dont on ne sait pas exactement jusqu'à présent la mission. Si le Mali s'est plaint, pourquoi allez-vous vous étonner du fait que le Burkina trouve logique d'accuser Abidjan? Merci beaucoup. Alors, Sana, je reviens à vous, puisque vous avez déjà commencé à aborder cet aspect. Est-ce qu'il faut prendre cette manière d'indexer la Côte d'Ivoire comme une complicité active des autorités ivoiriennes? Ben, je vais rester droit dans les bottes, dans ma logique. Quelles sont les preuves que nous avons pour pouvoir l'affirmer ou bien pour l'infirmer? Et on ne les a pas. Et donc, je continue en disant que ces régimes militaires ont assis leur pouvoir sur la base d'un certain nombre d'éléments. Le premier élément, combattre les groupes armés terroristes. Et c'est une promesse qu'ils ont faite. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous lisez la charte du Liptako Gourma, c'est-à-dire ces éléments, c'est pourquoi ils ont décidé de mutualiser leurs forces. Et je pense qu'ils ont plus à gagner en popularité, en crédibilité, en faisant de cette lutte leur priorité. Deuxième point, je pense que la lutte contre ces groupes armés terroristes est inefficace sans la coopération avec les pays voisins. Sana, oui ou non? Est-ce que citer Abidjan dans cette affaire veut dire que Ouattara est complice, oui ou non? Tout simplement non, parce que à défaut de preuves, on ne saurait le dire. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.